Alors, pour ma part, avec mes collègues de la NSM, nous avons rédigé le chapitre 3 qui est dédié aux aspects réglementaires de l'utilisation des méthodes alternatives. Et du fait de notre appartenance et de notre expertise dans le domaine du médicament à la NSM, nous avons un petit peu plus développé, même plus développé dans ce chapitre, le contexte du médicament. Et c'est ce que je vais reproduire dans cette présentation. Alors, diapositive suivante. Deux petites diapositives introductives suivantes, s'il te plaît. Une petite diapositive qui est un rappel de notions que vous connaissez sans doute tous concernant l'utilisation des méthodes dans les contextes de réglementation. Alors, pour évaluer les effets toxiques d'une substance chimique vis-à-vis de la santé humaine ou vis-à-vis de la santé environnementale, les bases réglementaires sont les lignes directrices de l'OCDE et il y a une spécificité pour le médicament. Les bases réglementaires en particulier lorsqu'il s'agit de substances actives ou de produits finis, les bases réglementaires sont les pharmacopées. Alors, au niveau européen, bien sûr, la pharmacopée européenne, mais aussi l'ICH, qui est l'International Council of Harmonization, qui comprend les monographies, les pharmacopées européennes, américaines et japonaises. Alors, dans tous les cas, une méthode qui vise à être utilisée dans un contexte réglementaire doit passer par un processus d'évaluation et de validation formelle et qui apportera la preuve de sa pertinence réglementaire, c'est-à-dire sa capacité à être complémentaire de l'existant en termes d'effets, mais aussi en termes de réduction, d'application des 3 R. Sa pertinence scientifique, c'est-à-dire sa capacité à prédire les effets chez l'homme lorsqu'on parle de santé humaine et ou vis-à-vis de l'environnement. Sa fiabilité, c'est-à-dire sa capacité à reproduire les mêmes résultats donc, au sein d'un même laboratoire ou entre plusieurs laboratoires, et sa répétabilité. Alors, tous ces éléments, vous les retrouverez de manière plus détaillée dans le chapitre 3. Et en ce qui concerne des méthodes qui sont déjà validées au niveau européen ou international, vous le retrouverez sur le site de l'ECVAM, actualisé dans le dernier rapport qui a été publié par l'ECVAM. Alors là, cette diapositive introductive représente, enfin c'est des figures qui ont été extraites de l'enquête de 2020 du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur l'expérimentation animale. À gauche, vous voyez que la part des essais réglementaires et toxicologiques est d'environ 31%, ce qui correspond à un petit peu plus de 500 000 animaux utilisés. Et parmi ces 31%, vous voyez à droite que 64% des animaux sont utilisés dans le contexte réglementaire du médicament. Alors, l'expérimentation animale est utilisée dans le contexte réglementaire du médicament à 2 niveaux, avant l'autorisation de mise sur le marché et après l'autorisation de mise sur le marché. Avant l'autorisation de mise sur le marché, l'expérimentation animale est encore exigée dans les études précliniques qui comprennent des études de toxicologie, de pharmacologie, de pharmacocinétique et toxicocinétique. Et alors cette étape vient après l'identification de la molécule thérapeutique d'intérêt et avant toute première administration chez l'homme, c'est-à-dire le début des essais cliniques chez l'homme. Alors, dans le contexte d'études précliniques, depuis de nombreuses années, l'ICH a fait évoluer les guidelines, aussi bien de sécurité que de qualité, afin de rationaliser, réduire ou même éviter de réaliser des études sur les animaux lorsque celles-ci ne sont pas justifiées. Alors, une démarche semblable a été suivie par l'EMA en étroite collaboration avec la Commission européenne de la pharmacopée via différents groupes de travail en nombre de 6 et qui ont été dédiés, qui ont fait un travail qui a été dédié à la révision des lignes directrices qui concernaient les tests de sécurité et de qualité des médicaments.
dans le cas des essais précliniques, un premier exemple qui est également cité dans le chapitre 3 et qui est assez connu, les guidelines préconisent dans les études de génotoxicité d'utiliser des batteries standards de tests in vitro préalablement au test sur l'animal et lorsque cela est possible et scientifiquement justifié, d'intégrer le test de génotoxicité in vivo dans les essais de toxicité à dose répétée, sur la base d'une ligne directrice de l'OCDE. Exemple suivant. Dans les études de pharmacocinétique, cette fois-ci, il est recommandé d'utiliser des méthodes in vitro pour comparer le métabolisme de la molécule d'intérêt entre les espèces, comprenant le métabolisme dépendant du cytochrome P450 et qui va permettre d'orienter l'espèce non rongeur qui sera utilisée dans les études de toxicologie, qui vont permettre également d'évaluer la liaison aux protéines et également l'absorption intestinale dans un modèle cellulaire. Alors, il est important de souligner que dans ce domaine de la pharmacocinétique, les modèles d'organes sur puce dont a parlé Sadia dans la présentation précédente sont en système microfluidique et multi-organes, sont des modèles qui sont extrêmement intéressants et prometteurs pour prédire la pharmacocinétique chez nous. Un autre domaine du cycle de vie du médicament où est utilisée l'expérimentation animale, c'est au niveau de la production des lots de médicaments après l'obtention d'autorisation de mise sur le marché. Alors là, c'est au niveau de l'industriel, en particulier pour la production des médicaments biologiques pour lesquels il y a encore de l'expérimentation animale, mais il est important de souligner dans l'ensemble des étapes aussi bien sécurité que qualité du médicament, les industriels ont de manière très consistante diminué, appliqué les 3 R, hein, ce qui a permis de diminuer. Alors, en ce qui concerne les autorités de contrôle, il est important de souligner que au niveau européen, donc au niveau de l'EMA, l'Agence européenne du médicament, il n'y a plus du tout d'expérimentation animale, d'essais sur les animaux qui sont réalisés dans le cadre de la surveillance de marché, qui est un programme qui est annuel et qui est basé sur l'analyse de risque. En revanche, il y a encore de l'expérimentation animale dans le domaine des vaccins. Alors, dans le cas particulier des vaccins, en raison de sa nature biologique et de la complexité de la production des vaccins, les conditions de mise sur le marché sont renforcées. Ainsi, après l'autorisation de mise sur le marché décrite dans le dossier d'AMM par le fabricant. Ça, c'est Donc, pour revenir au contrôle qualité des vaccins, donc a été mise en place par le Conseil de l'Europe et en particulier la Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé, qui est une direction des Conseils de l'Europe, la procédure dite de libération de l'eau qui va imposer, après le contrôle réalisé par le fabricant de chacun de ces lots en termes de sécurité et de qualité, un deuxième contrôle réalisé par une autorité nationale de contrôle. À ce titre, le Conseil de l'Europe s'est doté d'un réseau de laboratoires officiels obligeant une reconnaissance mutuelle entre les laboratoires nationaux du contrôle, les laboratoires de contrôle nationaux, ceci évitant de refaire les tests au sein des différents laboratoires officiels. Par ailleurs, pour faciliter le passage des méthodes in vivo aux méthodes in vitro, la Commission européenne de pharmacopée a élaboré dans le domaine des vaccins un nouveau chapitre général sur la substitution des méthodes in vivo. Dans cette diapositive, je vais citer quelques exemples un petit peu emblématiques des exemples concrets de mise en place des 3 R dans les différents domaine d'évaluation. Alors, dans les essais de sécurité, le remplacement définitif est prévu en 2026 du test pyrogénicité chez le lapin par des méthodes in vitro.
Ce test de pyrogénicité chez le lapin, rapidement, c'est une évaluation une mesure de la montée en température par sonde rectale de la température du lapin suite à une injection intraveineuse du vaccin à l'essai. Il peut s'agir aussi d'autres produits biologiques que le vaccin. Donc, ce remplacement par les méthodes in vitro, le remplacement peut-être de méthodes sont proposées déjà, qui figurent déjà dans la pharmacopée européenne. C'est le premier test assez connu et ancien qui est la recherche des endotoxines bactériennes basée sur l'utilisation de sang de limule, pour lequel il existe maintenant une méthode substitutive qui permettra de s'affranchir du test du sang de limule. Et après, le deuxième test qui est beaucoup plus, qui couvre plus les effets pyrogéniques des vaccins, c'est le test MAT, Monocyte Activation Test, qui utilise des cellules de sang périphériques et couplé avec le dosage de l'interleukine 6. En termes d'essais d'activité, il s'agit essentiellement de stratégies 3R qui sont mises en place pour les balances diphtérie, tétanos ou coqueluche acellulaire, qui sont les balances qui utilisent le plus d'animaux dans le contexte du contrôle qualité des vaccins. En termes de stratégie de raffinement, il est préconisé le passage du test dit de challenge à une méthode sérologique. Rapidement, le test du challenge consiste après la phase d'immunisation suite à la vaccination des animaux, d'exposer les animaux à la toxine et observer les effets cliniques. Les symptômes cliniques. Le remplacement par une méthode sérologique consistera après l'étape d'immunisation des animaux, donc de vaccination, de prélever le sérum et de doser par une méthode immunoenzymatique les différents anticorps des différentes valences. Alors, si vous avez affaire à des vaccins multivalents qui contiennent ces 3 valences, on peut en plus réduire le nombre d'animaux utilisés puisqu'on pourra faire les dosages des 3 valences sur le même sérum. En termes de stratégie de réduction, toujours pour les mêmes types de vaccins, 2 propositions sont recommandées. C'est le passage d'un protocole de plusieurs doses à un protocole monodose ou de contrôler qu'un lot sur 5. Bien évidemment, cette réduction proposition de réduction ne pourra se faire que sur la base d'études statistiques solides, apportant la preuve de la régularité de production et validée par le DQM, donc le Conseil de l'Europe. En termes de stratégie de remplacement, d'ores et déjà pour l'hépatite A et les valences poliomyélite inactivées, on s'affranchit de l'expérimentation animale en mesurant la teneur en antigènes directement dans le vaccin avec l'utilisation d'anticorps appropriés. Alors, il est important de noter que dans ce cadre-là, un grand projet européen nommé Vac2Vac a participer à la fois les industriels et les autorités de contrôle vient de se terminer en début d'année et a fabriquer des anticorps neutralisants et capables donc d'être utilisés dans une stratégie de remplacement de l'expérimentation animale pour les 3 valences que je viens de vous citer, diphtérie, tétanos et coqueluche acellulaire. D'ailleurs, des perspectives d'études collaboratives pour valider le système sont en cours. Alors, je vais passer rapidement sur le concept de dispense qui est extrêmement important dans la stratégie 3R dans le domaine de l'ensemble des produits mis sur le marché. Le concept de dispense, c'est d'éviter de mettre en œuvre un test sur l'animal lorsqu'il s'avère inutile pour différentes raisons. Et c'est la voie la plus utilisée dans les réglementations. Alors, ça peut être le partage de données fiables entre les différents secteurs. Je vous ai parlé de la reconnaissance mutuelle entre différents laboratoires de contrôle. Dans le cas
de la suppression de tests, j'ai cité l'exemple de la toxicité anormale qui a été supprimée de toutes les monographies de la pharmacopée européenne comprenant ce test, et je crois qu'il y en avait 80 qui ont été concernés. Le concept de dispense qui a été ajouté à la monographie générale pour les vaccins à usage vétérinaire, et enfin les stratégies de tests intégrés qui permettent de mettre en œuvre le test sur l'animal qu'en dernier recours. En fin de stratégie, une notion importante qu'a abordée Sadia et puis aussi Franceline, c'est une notion qui est importante dans le contexte de déréglementation, c'est de bien connaître les intérêts et les limites de chacune des méthodes, étant bien acquis maintenant par toutes les parties prenantes qu'une méthode alternative aussi complexe soit-elle, ne va pas remplacer à elle seule la méthode de référence ou prédire les effets chez l'homme, mais elle apportera une valeur ajoutée en termes de prédictivité par son intégration dans les batteries de tests complémentaires, dans les systèmes AOP dont viennent de vous parler Sadia et Enrico, les approches intégrées. Alors, je voulais terminer cette présentation en évoquant les nouveaux modèles. Alors, je ne sais pas si on peut parler de NAM, mais j'ai choisi de faire un petit focus sur les organes sur puce. Qui sont des modèles qui sont particulièrement prometteurs dans le domaine du médicament pour l'étape de la pharmacocinétique, l'étude de pharmacocinétique. Alors bien évidemment, ces modèles qui sont extrêmement prometteurs en sont encore en voie de développement, et pour l'utilisation dans un contexte réglementaire, il y a vraiment un besoin de standardisation qui va permettre, avec l'élaboration de normes et un processus de standardisation qui va permettre d'évaluer les performances techniques à la fois du système microfluidique et également les performances biologiques des organes qui sont cultivés dans ce dispositif. Alors, et de nombreuses diapositives suivantes, de nombreuses initiatives ont été prises au niveau international. Alors, les États-Unis ont été assez précurseurs sur le sujet et ont intégré le concept de OC dans sa feuille de route de toxicologie prédictive. La FDA a également collaboré avec collabore avec les parties prenantes, en particulier les fabricants les plateformes de fabrication d'organes sur puce. Et la FDA a également organisé en 2019 un workshop dédié aux OOC, à leur développement et à leur voie de standardisation, et la restitution de ce séminaire, de ce workshop, a été publiée en 2020 dans le journal Altex. En Europe, une initiative proche de l'initiative américaine a également été mise en œuvre avec le projet ORCID, qui a été dédié aux organes sur puce et qui a amené à la création de la société Orox, qui est une plateforme pour l'élaboration de lignes directrices, et en collaboration, la Commission européenne et le Comité européen de normalisation a également organisé un workshop en 2021, et la restitution a été publiée et permet également de voir l'analyse qui a été faite et les propositions. D'accord. Alors juste, je voulais conclure sur mettre en perspective donc le fait que l'Europe a été motrice dans les développements et stratégies des méthodes et stratégies d'expérimentation animale, bien sûr sous la pression de la directive de 2010. Alors toutes les réglementations ont donc évolué. Alors vers le remplacement dans le cas du secteur cosmétique, abouti à la réduction drastique dans le domaine de la chimie avec la montée en puissance du programme REACH, et de manière assez significative dans le domaine du médicament. Alors bien sûr, là maintenant se pose la question de la validation des nouvelles méthodes, des nouvelles approches qui sont plus complexes, aussi bien en termes de processus qu'en termes de concepts, qu'en termes d'outils. Et on doit aller vers une modification de l'environnement réglementaire, et on voit que la standardisation est un outil qui peut être tout à fait pertinent pour les OOC.
voilà, parce que le processus de validation au départ avait été conçu pour des méthodes simples, très reproductibles, pour mesurer un effet très spécifique. Et là, bien sûr, ce processus de validation n'est plus adapté pour les nouveaux outils. Et enfin, bien sûr, la collaboration au niveau international doit se poursuivre et se renforcer pour aboutir vraiment à une harmonisation, une acceptation internationale de tous les guidelines, certains continents étant un petit peu à la traîne pour l'application des 3 R. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. Donc on a quelques minutes pour des questions.